Bien. Chers amis, je constatais en entrant que la soirée a été longue. Plus longue pour vous que pour moi. Peut-être, j'espère, heureusement pour vous ce matin. Et petit à petit, cette salle se remplit. Je veux vraiment d'abord adresser un grand remerciement à beaucoup de gens, mais je vais essayer de faire court là-dessus. D'abord, à la toute petite équipe qui travaille au siège national. Nous sommes sans doute, vu la taille de notre formation politique, celle qui a la plus petite des équipes. Je ne parle pas des micro-partis. Je parle des vrais partis politiques qui représentent à la fois une force parlementaire avec nos 53 parlementaires, une force territoriale avec nos 3000 élus locaux, une force militante que vous avez démontrée et dont peut-être vous n'aviez plus suffisamment conscience. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu organiser ces universités d'été sur 3 jours. Et même si c'était loin, même si c'était difficile de venir jusqu'ici, même si certains sont déjà repartis, parce que Perpignan, quand on va dans le Pas-de-Calais, c'est pas très simple, ou dans le Nord, chère Béatrice, ou même dans la Somme, chère Brigitte. Mais, et en plus, les week-ends de rentrée sont très actifs pour les élus locaux que vous êtes pour beaucoup d'entre vous. Mais vous avez fait cet effort. Ça montre que cet effort, d'abord, il correspondait à un besoin. Besoin de se retrouver, peut-être besoin de se redécouvrir après l'année 2017 que nous avions passée, besoin de montrer ce que nous sommes parvenus à reconstruire en quelques mois, d'avoir enfin une force politique qui soit à la fois unifiée, densifiée, et qui retrouve sa capacité de combat politique. Et c'est le moment. Bien sûr, chacune d'entre vous, que vous veniez de loin, et je veux saluer ceux qui viennent de très très loin. Je pense à nos amis de Polynésie française. Je pense à nos amis de Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer par exemple. Je pense à un de nos amis de Wallis et Futuna qui est ici. Je pense à ceux qui viennent de Guadeloupe, qui viennent de Martinique. Et naturellement à tous ceux qui viennent de la métropole avec les éloignements de la Réunion. Nassima était là, je ne sais pas si elle est là ce matin, avec nous. Et puis, ce qui démontre que notre parti politique est un parti politique qui couvre la France entière. Bien peu, aujourd'hui, sont en capacité de le dire. Et je ne suis pas sûr que, même dans le mouvement présidentiel, il soit aujourd'hui plus simple, ou si simple pour eux, en dehors de leurs parlementaires, de réunir des militants qui font autant d'efforts, avec des dizaines pas des dizaines, mais plusieurs heures de route assez épuisantes, auxquelles vous allez être contraints à nouveau pour le retour, et donc je vais essayer de raccourcir. Mais cette mobilisation, vous l'avez faite dans les départements, elle a été organisée. Ben voilà, Philippe Dunoyer, l'avion de Nouvelle-Calédonie vient d'arriver. Elle a été organisée, tout comme tout ce qui s'est passé dans cette université d'été, dont beaucoup m'ont dit qu'elle vous avait plu, tant sur les conditions d'accueil, l'organisation de l'accueil, mais surtout, je l'espère, sur la densité politique des échanges, des formations, des débats, et l'ouverture de celles et de ceux qui, vis-à-vis de celles et ceux qui étaient nos invités, le président du Sénat, le président du groupe MoDem, le président du groupe République et Territoire au Sénat, les partenaires sociaux qui étaient ici hier, montrant ce que nous voulons faire de cette force politique retrouvée. C'est la première fois en 5 ans que nous organisons des universités d'été. On pouvait redouter, finalement, d'avoir un peu perdu la main. Eh bien, je veux remercier Éric Schall, notre directeur général, qui s'est transformé en homme à tout faire sur ce plateau hier. Je veux remercier Quentin Souléry qui s'est démultiplié sur les réseaux sociaux et que je vous invite à relayer très souvent. Aurélie Hertz qui s'occupe de notre projet mais qui a été chargé de bien d'autres choses ici. Jean-François Chevalier, Marianne Duranton, Kaïna, Dominique Moïse, Éric Azière et Carmen pour ce qui concerne la formation. Vous voyez, ils ne sont pas nombreux, ils vous ont tous accueillis et je pense tous ravis. Vous pouvez les saluer tous ensemble, encore une fois. Finalement, cette force politique retrouvée, ça tombe bien parce que nous sommes dans une rentrée assez particulière. Disons les choses, elle est beaucoup moins jupitérienne que l'an dernier. Elle est même un peu cafouilleuse. Dans le même temps, nous voyons
l'importance qu'attachent les leaders politiques et syndicaux à notre mouvement. Dans le même temps, on voit qu'ils ont un appel de détresse. Parce que quelle force politique peut leur répondre? Ils se sentent ignorés par le pouvoir en place. Ils voient des républicains qui étaient ensemble il y a moins de 2 ans, qui sont aujourd'hui profondément divisés, pour ne pas dire éclatés, en réalité très dispersés, tant sur le plan géographique que sur le plan idéologique. Ils voient un Mélenchon dont je voudrais dire un mot, qui est à la fois incohérent et trompeur. Incohérent en cette rentrée, lui qui dénonçait depuis des mois et des mois, pendant des années, le Parti socialiste comme le pire mal qu'on puisse trouver sur la scène politique. Le voilà leur tendre la main pour leur offrir une alliance. Alors, monsieur Mélenchon, vos combats de ces dernières années étaient donc des tromperies, comme beaucoup d'autres. Et en plus, le matin même, à Marseille, hier ou avant-hier, il traitait le président de la République de xénophobe pour aller s'en excuser le soir lorsqu'il l'avait rencontré. Monsieur Mélenchon, il ne faut pas être, pour le compte, un combattant de pacotille. Il faut assumer ses convictions et un peu de stabilité dans celle-ci. Cette rentrée qui donne ce sentiment de cafouillage est une crainte pour moi. Crainte que la présidence de la République ne devienne immobile, qu'on se retrouve un peu dans la gestion pépère qu'on a connue sous d'autres quinquennats. Parce que la France n'a pas les moyens de la gestion pépère. Et que le président de la République, qui a été porté au pouvoir par un mouvement inédit dans notre démocratie, doit retrouver une capacité d'action, une dynamique. Et cette dynamique, elle a été perdue, juste un peu avant l'été d'ailleurs, sans doute parce que la promesse du nouveau monde s'est brisée sur l'affaire Benalla. Ce nouveau monde, cette promesse est morte. Et pourtant, on aurait bien besoin de nouvelles pratiques politiques, j'y reviendrai tout à l'heure. Elle s'est sans doute aussi progressivement abîmée par la perte du fil des réformes que le président de la République avait promises et dont on ne perçoit plus forcément toujours ni la cohérence ni l'équité. Pourtant, les raisons de ces attentes qui ont conduit à son élection sont encore là. L'attente des Français en 2017 n'est pas très différente de celle qui est encore la leur en 2018. Ils demandent à la fois au pouvoir en place, mais aussi aux responsables politiques, aux mouvements politiques que nous sommes, de gouverner, de débattre, de faire vivre autrement notre démocratie. Ce fil perdu par Emmanuel Macron, il a le devoir de le retrouver, j'y reviendrai dans un instant. Et la deuxième attente principale, c'était en réalité la transformation de notre pays. Ce qui n'a pas été fait pendant 35 à 40 ans en France et qui a été fait ailleurs, ce qui explique que nous avons en France des difficultés qu'on ne connaît pas chez la plupart de nos voisins. Ces deux attentes sont aujourd'hui en jachère chez les Français. Et alors même qu'on nous raconte que c'est le manque de résultats qui exaspère les Français, ce que je ne crois pas du tout. On prend toujours les Français pour des imbéciles. Personne ne croit que la réforme du Code du travail qui entre en vigueur le 1er janvier résorbe le chômage le 1er juillet. En revanche, retrouver le fil de ces engagements, parvenir à les respecter, c'est la condition. Ce sont les deux conditions de la dynamique qu'il est nécessaire qu'il retrouve. Il a rencontré d'incontestables réussites lors de cette première année. Parvenir à réformer la SNCF, chose que la droite avait abandonnée depuis 1915. Parvenir à réformer le Code du travail, chose que la droite promettait depuis 35 ans. Parvenir à transformer progressivement l'éducation, enjeu si vital à la fois pour notre jeunesse, mais pour l'égalité républicaine et l'ascenseur républicain brisé dans notre pays. Il a aussi commis des erreurs. À chaque fois, nous avons soutenu ce qui nous paraissait devoir être des facteurs de réussite pour notre pays. Et à chaque fois, nous avons dénoncé ce qui était des erreurs. La CSG, dont il n'y a aucune raison que seuls les retraités payent les forfaits pour la compétitivité de la France. Plus récemment, la reprise intégrale de la réforme
de M. Hollande sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Je dis la reprise intégrale parce qu'une partie du projet est valable. Il est bon que désormais chaque Français paye son impôt l'année où il touche ses revenus. C'est ce qu'on appelle l'impôt contemporain. Vous ne payez pas sur les revenus de l'année d'avant, mais sur ça, c'est une bonne chose. Et c'est même cohérent avec ce que le gouvernement propose de faire concernant les allocations, qui elles aussi ne doivent pas être calculées en fonction de vos revenus de 2 ans en arrière. Ça, c'est de la modernisation. Mais franchement, qu'avions-nous à faire de cette espèce de machine infernale bien socialiste, pour le compte, qui est de demander aux entreprises d'aller prélever l'impôt pour ensuite le reverser à l'État? La réalité, c'est que sans qu'il n'en coûte rien, sans qu'il y ait de problème de confidentialité, sans qu'il y ait de difficultés et de façon beaucoup plus rapide, il suffisait de rendre obligatoire pour les Français le prélèvement automatique sur leur compte en banque directement auprès de leur banquier. Tout à l'heure, Thomas disait, ou c'est Daniel, pardon, qui disait il faut apprendre à écouter. Oui, nous invitons le président de la République à ne plus gouverner seul, à accepter d'entendre des différences qui ne sont pas toujours des divergences et qui permettraient d'éviter les erreurs que nous regrettons. Je ne pense pas en réalité, nous ne pensons pas, c'est l'ADN de notre famille politique, tu le disais tout à l'heure, qu'on puisse changer la France depuis un bureau, fût-il au 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, fût-il au sein du palais de l'Élysée. Depuis ce bureau, le rôle du président de la République est de donner des impulsions, bien sûr, mais aussi d'être capable d'entraîner derrière lui, d'entraîner les territoires, d'entraîner les élus locaux qui les représentent, d'entraîner les syndicalistes réformistes, qu'ils soient représentants des salariés ou représentants des patrons. Parce que la France n'est pas constituée de Gaulois réfractaires au changement. Dès lors qu'on leur demande d'accompagner ce changement, qu'on leur explique ce changement et qu'on leur permet de le comprendre et d'y participer. Je veux faire un focus rapide sur la façon dont les élus locaux sont aujourd'hui, j'allais dire considérés, je devrais dire traités. J'ai la chance d'être élu local depuis 1989, à des fonctions différentes. Jamais je n'ai vu les élus locaux en même temps, comme on aime à dire dans la Macronie, autant bousculés et en même temps méprisés. Jamais je n'ai vu la technocratie, notamment préfectorale, recentralisatrice à ce point et condescendante envers ceux qui ont recueilli le suffrage de leurs concitoyens. Et je veux dire ici à la majorité, particulièrement à la majorité parlementaire dont la plupart ne sait pas de quoi il s'agit, ne comprend pas de quoi il s'agit, n'a jamais vécu ce dont il s'agit. Qu'être conseiller municipal, maire adjoint, maire, conseiller départemental, conseiller régional, ce n'est pas une insulte, c'est un mandat que les Français leur donnent pour leur permettre d'améliorer leur vie et d'accompagner les changements qui sont nécessaires. Ces gens-là, ces élus-là, ont des vérités à faire connaître. Ils détiennent en réalité ce qui fait la diversité territoriale, notamment, de notre pays. Les aspirations différentes des Français, les atouts qui sont les leurs dans leur lieu de vie, et aussi les handicaps qui les concernent. C'est d'ailleurs une bonne inspiration dans la révision constitutionnelle qui nous était proposée que de vouloir affirmer le droit à la différenciation. C'est notre combat depuis toujours. Mais faut-il le respecter aussi dans l'esprit et dans la façon de gouverner, pour permettre à chacun de s'adapter aux transformations qui sont nécessaires. Je regrette aujourd'hui qu'on ne prenne pas en compte ceci, voire même qu'on pense que quand les élus locaux sont réticents, c'est par combat politique. J'ai été frappé cet été de voir le nombre de ces maires de petites villes et de villages qui renonçaient, qui jetaient l'éponge, qui démissionnaient. Ces gens-là, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires de la majorité, ne font pas de politique. Ils sont dans leur territoire totalement pragmatiques. Et qu'ils soient d'ailleurs d'une force politique opposée à la vôtre, qu'ils soient en particulier chez nous, ils sont prêts à accompagner le changement.
dès lors qu'effectivement ils ont une capacité à être entendus, que leur différence est respectée et que leur travail est au moins honoré. Voilà la réalité de ces élus locaux. Et je pense que la coupure qui est en train de s'installer est dangereuse pour notre pays. Parce que je ne suis plus très sûr que ce soit l'État qui finisse par parvenir à faire vivre les Français ensemble. En tout cas, je sais que ce sont les élus locaux qui, aujourd'hui, maintiennent la cohésion nationale et la cohésion sociale au plus près de chaque Français. Nous appelons donc le président de la République à retrouver le fil de son quinquennat. Il faut d'abord moderniser nos institutions pour répondre à la promesse de ce qu'on appelait le nouveau monde, en tout cas de gouverner différemment. Moderniser ces institutions, nous y sommes prêts. Nous l'avons dit avec Gérard Larcher, nous l'avons dit avec Hervé Marseille, le président de notre groupe au Sénat. Nous y sommes prêts. Mais là encore, cette réforme ne peut pas être jupitérienne. Je dirais même qu'elle ne peut pas être aussi peu ambitieuse qu'elle ne l'était. Finalement, dans la réforme, c'était la queue de comète de 2008, ce qu'on n'avait pas pu voter en 2008. Ce sur quoi on était d'accord, mais manquait quelques voix. La suppression de la Cour de justice de la République, qu'on n'utilise quasiment jamais d'ailleurs. La fin de la présence des anciens chefs de l'État à l'intérieur du Conseil constitutionnel, qui de fait a quasi disparu. Il ne reste que Valéry Giscard d'Estaing comme membre du Conseil constitutionnel à ce titre. L'indépendance des magistrats à travers le CSM, qui est nécessaire, même si elle pose une question de la relation que la justice aura quand elle doit rendre des comptes au peuple français. Elle peut ne pas rendre compte aux politiques, mais elle ne peut pas s'enfermer sur elle-même et ne jamais rendre compte au peuple français. Tous nous constatons des jugements, tous nous aurions parfois besoin d'un lieu où il y ait un échange entre la société des magistrats et la société civile, la société des citoyens. Cette réforme doit, à nos yeux, être un peu plus ambitieuse. Nous le disons depuis longtemps, la France vit dans l'illusion de la superpuissance présidentielle. La réalité de nos institutions, c'est que le président de la République a tous les pouvoirs et qu'il n'existe quasiment pas, et en réalité pas, de contre-pouvoir. Cette illusion française, c'est quoi? C'est que parce que le président de la République détient tous les pouvoirs, il peut être efficace. La réalité française, c'est que de toutes les démocraties occidentales, nous sommes celles qui s'est le moins réformées et transformées au cours des 40 dernières années. Ce système génère de l'impuissance avec l'apparence de la superpuissance. Et finalement, le feuilleton de l'été de l'affaire Benalla nous le montre. Nous le montre à l'évidence. L'absence de contrôle des citoyens à travers leurs parlementaires, l'évanescence du Parlement dans notre pays, fait qu'il y a parfois, et ce n'est pas dans la Macronie, les Irlandais de Vincennes, les écoutes de l'Élysée, des gens qui arrivent à l'Élysée qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois et n'ont plus de compte à rendre à personne. Le fait d'ailleurs qu'on refuse de donner certains éléments sur l'organisation de l'Élysée, sur les nominations qui sont exercées par le gouvernement, montre qu'en réalité, en plus dans cette révision constitutionnelle, si Emmanuel Macron veut respecter la promesse de gouverner autrement, il doit nous garantir que cela ne peut plus se reproduire. Et la seule garantie, disait Montesquieu, pour éviter les abus de pouvoir, c'est l'équilibre des pouvoirs. Et la France a besoin d'un rééquilibrage des pouvoirs. Contrairement à ce que pensent les crypto-gaullistes, je ne dis pas les vrais gaullistes, les crypto-gaullistes, ce n'est pas en réalité affaiblir le pouvoir présidentiel. C'est lui redonner de la capacité à agir, lui redonner de la capacité à transformer le pays. Et la deuxième condition, c'est de reprendre, je le dis, le fil de la réforme. Ils en ont annoncé un certain nombre dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce qu'on aura l'occasion de nous exprimer lors de la rentrée parlementaire sur tous ces sujets. Même si je veux dire que on dit que je suis plus critique en cette rentrée qu'à la rentrée dernière. C'est pas vrai du tout. Je faisais exactement d'ailleurs le même tri entre les différents sujets. Je dois dire que la loi Pacte qui arrive à l'Assemblée nationale me semble couvrir un certain nombre de bonnes orientations. J'attends de voir ce que la majorité en fera et s'il n'y a pas d'amendements qui deviennent inopportuns ou nuisibles à nos Français. Mais reprendre le fil des réformes, c'est également devoir nous assurer, devoir assurer l'ensemble des Français que cette politique nationale
s'applique à tous les Français, vise tous les Français, cherche en réalité à tous leur permettre d'être associés et de réussir dans notre pays. Qu'on n'y oublie pas les banlieues, comme on l'a vu au printemps dernier. Qu'on n'y oublie pas les zones rurales, et nous attendons encore la création d'une agence de cohésion territoriale qui permettrait de replanifier le fait que chaque Français ait le droit au transport, ait le droit au numérique à haut débit, ait le droit à l'éducation et à la mobilité éducative lorsqu'ils ont des talents, ait le droit en réalité à l'égalité avec ceux qui vivent au cœur des grandes métropoles. Oui, gouverner la France, c'est s'adresser à tous les Français. C'est s'adresser au premier de cordée pour qu'il emmène la cordée. Mais c'est s'occuper de chaque Français jusqu'au dernier de la cordée. La cordée, c'est une image de montagne. En montagne, quand on veut escalader, on a besoin effectivement de cette cordée. Mais il se trouve que quand on constitue la cordée, le premier est évidemment bien entraîné, bien équipé, mais on ne fait pas partir le dernier de cordée en tongs et en short. Sinon il mourra de froid avant l'arrivée de la montagne. Et c'est ce que nous refusons dans la politique française. On doit retrouver l'attention de toute la cordée et jusqu'au dernier de cordée. Ces appels, ces conseils, nous les formulons parce que nous continuons à espérer le succès de ce quinquennat. Pas par comment dirait-on, Macron-lanatrie, enfin bref, par idolâtrie du président de la République, comme on peut le voir ailleurs. Mais parce que si Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité échouent, ce sont les Français qui trinqueront. Et parmi les premiers, ce sont évidemment à la fois les personnes les plus fragiles et les territoires les plus fragiles. Les riches s'en tirent toujours. D'ailleurs, ce sont ceux qui n'ont pas besoin d'État. Ils entraînent l'État. L'État doit les aider à entraîner l'ensemble du pays. Mais pour arriver à réussir, on a besoin d'entraîner la totalité. L'échec ne serait pas le même que celui des autres gouvernements si Emmanuel Macron échouait. Je veux que chacun puisse en avoir conscience ici. C'est une des raisons pour lesquelles personne ne nous enfermera dans des petites cases. Vous voyez bien les rares fois où nous sommes invités sur des plateaux de télé, sur des antennes de radio. Alors, vous êtes pour ou vous êtes contre? Pas pour ou contre quoi? Pour ou contre qui? Nous sommes déterminés à répondre au quoi et jamais au qui. À prendre, comme tous les Français le font quand ils écoutent les informations, sujet par sujet, et à essayer même, plutôt que de nous affronter bêtement, de systématiquement proposer les corrections qui sont nécessaires lorsque ce gouvernement se trompe. Et je le répète, parce qu'une alternance ne serait pas la même que les précédentes. Pendant 35 ans, les deux firmes qui ont gouverné notre pays, le Parti socialiste et puis RPR, LR, Républicain, appelez ça comme vous voulez, ont échoué. Sinon, d'ailleurs, Macron ne serait pas à l'Élysée. Elles ont échoué. Elles sont aujourd'hui hors jeu. Et si Emmanuel Macron échoue, ce n'est pas une alternance habituelle que nous connaîtrions. Ce n'est d'ailleurs même pas une alternance, mais un gouffre qui nous pend au nez. Une fracture, une brisure, une catastrophe à l'italienne. Vous voyez aujourd'hui tous ceux qui sont admiratifs, ou en tout cas qui reprennent les thèses de M. Salvini. Je prétends, moi, que M. Salvini est une catastrophe pour l'Italie et une imposture pour l'Italie. Et je veux souligner deux impostures. M. Salvini prétend avoir arrêté les migrants depuis son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire en juin 2018. Il se trouve que, rentraient en Europe 2 ans avant, en 2016, 500 000 migrants chaque année, un demi-million. Cette année, entre le moment où nous sommes souhaités la nouvelle année et le moment où M. Salvini arrivait, 25 000 personnes sont arrivées en Europe. On est passé de 500 000 à 50 000. Personne n'a eu besoin de M. Salvini pour réussir, certainement pas l'Italie. En revanche, il a profité, comme le disait un de nos intervenants hier, je crois que c'était Gérard Larcher, il a profité de l'abandon lâche par les Européens, des Italiens à leur propre sort. Et c'est toujours ainsi avec les extrêmes droites. Elles ne prospèrent que sur le malheur des gens.
et souvent sur l'absence de solidarité ou d'intelligence entre nous. Deuxième imposture de M. Salvini, qu'on retrouve d'ailleurs dans notre pays, avec ceux qui l'admirent. Je pense à Mme Le Pen, naturellement. Je pense à M. Ciotti, parfois à M. Retailleau, qui dit qu'il trouve des qualités à ce qu'il fait. Pardon, quand il dit aux électeurs italiens « Je ne respecterai pas le budget européen, nous ne respecterons pas nos engagements », il se rend populaire et on voit sur des images qu'il est souvent applaudi. Il est en train, depuis 15 jours, de faire la tournée des financiers qui ont des investissements en Italie. Parce qu'en moins de 2 mois, 75 milliards d'euros ont fui l'Italie à cause de ses propos irresponsables. Et auprès de ces financiers, il s'engage jour après jour à respecter le budget européen. Voilà comment fonctionne l'extrême droite en Europe comme en France. Elle ment aux gens pour les séduire et ensuite elle les trompe quand ils sont au pouvoir. Alors, en termes de politique intérieure, en cette rentrée, et j'accueille notre ami Maurice Leroy, un de nos porte-parole avec Sophie Oconi. Alors, en cette rentrée, vous pouvez l'applaudir. Alors, en cette rentrée, oui, c'est un appel ferme de la part de l'UDI au président de la République, à la fois à s'ouvrir à ceux qui voudraient aider à ce que la France se transforme, à entendre ses élus locaux, à entendre ses partenaires sociaux, mais surtout un appel ferme à ce que les promesses soient tenues. Sinon, la catastrophe, effectivement, nous pend au nez. Mais en cette rentrée, nous avons aussi ouvert la réflexion sur le débat européen. Je le dis clairement, la décision que nous devons prendre ne sera pas une décision franco-française, ne se fixera pas, ne se déterminera pas sur nos débats franco-français. Là aussi, il y a imposture. Vous avez entendu M. Mélenchon, décidément, très doué en cette rentrée, M. Mélenchon expliquer qu'il voulait faire de l'élection européenne un référendum anti-Macron. D'autres rêvent peut-être d'en faire un référendum pro-Macron. Je dis à toutes les Françaises et à tous les Français qui croient cela, qui voteraient le cas échéant avec à l'esprit un référendum pro ou anti-Macron, qu'ils seront les premiers cocus de cette élection. Parce que la réalité de l'élection européenne, c'est qu'elle n'est pas la revanche, le match retour de l'élection présidentielle. La réalité de l'élection européenne, c'est que nous allons désigner 79 de nos compatriotes pour aller nous représenter au Parlement européen. Et de notre point de vue, pour faire de l'Europe quelque chose qui fonctionne. En clair, pour remettre l'Europe sur les rails. Elle a déraillé. Ce n'est pas parce que nous sommes européens que nous ne devons pas constater qu'elle a déraillé. Et je voudrais m'attarder un instant sur les raisons de ce déraillement. En réalité, quand on regarde la perspective historique, l'Europe a connu 3 temps. Il y a eu un premier temps, celui de l'après-guerre. Ce temps où l'Europe a été imaginée par les pères fondateurs de l'Europe, dont nous sommes les héritiers. Et c'était beaucoup plus difficile pour eux de défendre l'idée de l'Europe que ça ne devrait l'être pour nous. Ils avaient, plus de courage que nous n'en avons eu sans doute ces dernières années. Et nous devons reprendre ce courage en regardant cet exemple. Ils ont créé l'Union européenne progressivement, simplement pour construire la paix dans le continent qui avait connu le plus de guerres au cours des siècles passés. Et ils y sont parvenus. Le deuxième temps de l'Europe, c'est l'Europe du développement de la prospérité. C'est l'Europe de Jacques Delors, où on commence à ouvrir un espace où nous partageons des liens économiques de plus en plus étroits. C'est le deuxième temps de l'Europe. Le troisième temps de l'Europe, c'est celui des déraillements. C'est l'Europe d'Emmanuel Barroso. C'est l'Europe de l'ultralibéralisme, qui arrive au moment même de l'histoire, après la chute du mur de Berlin, où finalement nos dirigeants devaient redessiner des perspectives et où ils n'ont trouvé comme seul but que le culte effréné, le mantra absolu de ce qu'on entend dans les couloirs européens, la concurrence libre et non faussée entre nos pays. Nous prétendons, nous,
que l'Union européenne n'a pas du tout été imaginée pour la concurrence libre et non faussée. Nous prétendons, nous, que l'Europe doit retrouver son objectif, ou doit reconstruire un objectif et s'adapter au monde nouveau. Il se trouve que cette page qui a été ouverte, ce temps européen, celui de M. Barroso, c'est une page qu'il faut refermer. Et l'élection européenne doit être le moment où on referme cette page de l'ultralibéralisme européen qui nous a totalement fourvoyés. Mais non seulement elle nous a fourvoyés, non seulement elle nous a fourvoyés, mais elle nous a laissés faibles face à l'évolution du monde. Parce que c'est au même moment de l'effondrement du mur de Berlin que la mondialisation vient percuter de plein fouet un train européen qui avait perdu sa tête, qui avait perdu le sens. Il se trouve que la mondialisation, elle change totalement les règles du jeu d'avant le mur de Berlin. Nous le subissons tous les jours. On n'a pas forcément la perspective historique ou la lucidité de le regarder, en tout cas pas dans notre débat politique. On a raté ce virage. On a déraillé à ce moment-là. Le paradoxe d'ailleurs de l'Union européenne, ce qui fait qu'il n'est pas très étonnant que les dirigeants ne l'aient pas vu, c'est que ça fait des décennies que l'Union européenne est dirigée par des gens qui en fait n'y croient pas vraiment. Ceux qui y croient vraiment, notre famille politique, le groupe ALDE au Parlement européen, n'a jamais dirigé l'Europe, alors que nous sommes les seuls à y croire vraiment. Ceux qui veulent réellement la construire, les autres ne font que la supporter, de s'en accommoder. Ils ne pouvaient pas imaginer à quoi elle servirait ou à quoi elle pourrait servir. Quelle mission nouvelle nous pouvons lui donner? Oui, c'était l'Europe de la paix avec Monnet. Oui, c'était l'Europe de la prospérité avec Delors. Et cette nouvelle page, pourtant, me semble tellement évidente à écrire. Le chemin tellement clair, parce que tous les événements du monde, tout ce qui est en train de se passer sur la scène mondiale, nous montre ce chemin. Comment est-ce que nous avons pu accepter l'idée que le président Juncker, en cette rentrée, n'ait rien de mieux à faire que de s'occuper de l'heure d'été? Je ne veux pas de l'Europe de l'heure d'été. Nous ne voulons pas de l'Europe de l'heure d'été. Au moment où Trump nous botte les fesses tous les matins, nous livre une guerre commerciale, se permet de nous donner des ordres sur ce que nous devrions faire de notre budget, avec qui nous devons commercer. Au moment où M. Ping, le président chinois, rachète à la fois des entreprises avec ses 3 200 milliards de dollars de réserves de change, rachète des entreprises et des actifs structurants comme des ports et des aéroports dans notre propre continent, profitant de nos faiblesses et de nos divisions. Au moment où M. Poutine se fait chaque jour plus pressant et où il tient toujours d'ailleurs un certain nombre de leviers qui peuvent menacer l'Union européenne. Je pense par exemple à l'approvisionnement en gaz de nos partenaires pour l'essentiel, la France étant un peu plus protégée, mais elle n'est pas protégée de l'effondrement de ses partenaires s'il y a un problème. Et donc, au moment où nous vivons, non pas la fin de l'histoire dont on nous a parlé en 1989, mais le retour d'un monde violent, brutal, compétitif, d'une guerre qui n'est pas encore d'armes, mais qui est en tout cas déjà à coup d'emploi, de monnaie, de tentatives de destruction, d'une guerre qui est livrée, Claude Malhuret le disait fort justement, de l'extérieur pour détruire l'Union européenne. Pourquoi? Parce que nous rentrons, et ce sera le XXIe siècle, dans, en réalité, ce siècle des puissances continentales. Ce siècle des puissances continentales, les puissances continentales ont bien compris que si l'Europe se fédérait, ce serait un handicap, une menace pour eux. Et que s'ils parviennent à nous dépecer, alors leur vie sera plus facile. Je vais même vous dire, ce n'est pas totalement celui qui est à la Maison-Blanche est un personnage pour le moins bizarre et pour ne pas dire dangereux. Mais avant lui, les autres administrations américaines souhaitaient aussi s'attaquer à l'Union européenne. Parce que c'est normal, je ne leur en fais même pas le reproche, ils défendent leurs intérêts.
Le reproche que nous devons nous faire à nous-mêmes, c'est de ne pas nous fédérer pour défendre les nôtres, pour défendre nos modes de vie, pour défendre ce que nous avons en commun. Nous ne voulons pas de l'Europe de l'heure d'été, mais de celle qui nous protégera contre ces personnes-là, contre ces puissances-là, qui nous permettra, pour le compte, de rééquilibrer les rapports de force mondiaux, qui ne sont plus multilatéraux, mais qui sont totalement frontaux. Et en plus, pour le montrer aux Français, nous avons un exemple extraordinaire, triste pour ce peuple, mais extraordinaire au sens où il sort de l'ordinaire. C'est la Grande-Bretagne. Le Brexit, dont certains sont les adeptes dans notre pays, qui est d'ailleurs là aussi une démonstration de ce que disait Claude Malhuret. La réalité, c'est qu'il y a à l'extérieur des puissances qui veulent nous dépecer, c'est leur rôle, c'est leur intérêt. Ne leur en faisons pas grief, soyons capables de nous défendre. Mais qu'on a à l'intérieur une cinquième colonne, admirative de tout ce qui pourrait affaiblir l'Europe, promotrice, combattante pour tout ce qui pourrait détruire l'Europe. Il y a des gens qui proposent le Frexit. Et vous en trouvez chez Le Pen, vous en trouvez chez Mélenchon, vous en trouvez chez Wauquiez, vous en trouvez, hélas, beaucoup de forces politiques qui se prétendent responsables. Le Brexit, regardons-le d'un peu près. C'est quoi exactement? Ça donne quoi en Grande-Bretagne aujourd'hui? Ça donne des milliers d'entreprises qui s'apprêtent à quitter l'île au mois de novembre prochain ou d'ici la fin de l'année, si jamais la Grande-Bretagne ne trouve pas un accord avec l'Union européenne. Ça donne un pouvoir politique qui est si faible que pour la première fois, sans doute, dans l'histoire de la Grande-Bretagne, un président américain, gros personnage vulgaire, est venu en Grande-Bretagne cet été insulter leur gouvernement, insulter Madame May, la première ministre britannique. Et elle n'a même pas pu lui répliquer tant elle est devenue dépendante de la relation qu'elle aura ou pas avec les États-Unis. On est loin de Churchill, mais ce n'est pas la faute de Madame May, mais la faute de son isolement. Parce que dans ce monde des puissances continentales, quand vous êtes seul, vous êtes nu, vous êtes faible, vous êtes asservi. Et que M. Trump a traité la Grande-Bretagne comme si c'était une colonie, un dominion, ce qu'il rêve que nous devenions. Voilà, en réalité, l'enjeu du débat européen. Ce n'est pas le référendum pro-Macron ou contre Macron, c'est remettre l'Europe pour les rails, pour qu'elle retrouve sa légitimité, pour qu'on écrive enfin cette 4e page qui permet d'entrer dans la mondialisation sans être nu et faible, comme le devient malheureusement la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est un pays équivalent à la France. 65 millions d'habitants, un niveau de développement économique, une puissance économique équivalente, une démographie équivalente, une puissance militaire équivalente. Elle est sortie du jeu mondial et se fera dicter les règles par tous ceux qui le souhaitent. Et à cette occasion, puisqu'il y a une négociation qui est en cours, je veux que nous adressions un message clair au président de la République. Les Britanniques ont choisi de sortir de l'Union européenne. Leur gouvernement gère cette situation désormais comme il le peut. On a vu cet été des propositions de leur gouvernement qui sont totalement, radicalement et absolument inacceptables. Et je dis au président de la République qu'il a la responsabilité historique réellement, de ne pas accepter de Brexit soft, de ne pas accepter un mauvais accord qui permettrait à l'Irlande d'être le cheval de Troie des États-Unis au sein de l'Union européenne, de ne pas accepter un accord qui ferait que les services seraient parfaitement libres de faire ce qu'ils veulent, cependant qu'on serait obligé d'accepter le reste du commerce britannique. La responsabilité d'Emmanuel Macron, historique réellement, comme en son temps Nicolas Sarkozy en a eu une d'ailleurs au moment de la crise de 2008, en se servant de l'Europe comme un levier pour rétablir la situation, c'est de ne pas accepter d'accord du tout si un accord risque d'être mauvais et d'affaiblir l'Europe. Parce que si demain, les Britanniques peuvent être in et out, dedans et dehors, alors tous les autres pays vont demander une Europe où on peut profiter des avantages de la communauté et surtout s'extirper des autres avantages.
Et si le président de la République acceptait cela, je le dis clairement, ce serait une rupture totale, complète et absolue sur la politique européenne avec ce que nous pensons et avec ce que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, c'est très simple. Notre analyse du monde, de ce monde redevenu violent, concurrentiel, brutal, c'est que nous avons besoin de fédérer l'Europe pour qu'elle soit un levier pour chacun de nos pays. Fédérer l'Europe pour résister à ces puissances, pour retrouver notre indépendance, qui sont devenues largement fictives quand on analyse les rapports que nous avons, notamment avec certains de nos alliés. Pour protéger nos modes de vie, pour en réalité faire face au monde tel qu'il est, et pas continuer à vivre dans le monde de l'avant-mur de Berlin. Je réponds, on me dit que souvent, que ce que je suis en train de vous expliquer n'est pas populaire. Je réponds que ce n'est pas populiste, mais que c'est absolument vital pour chacune de nos nations, à commencer par la France. Sinon, l'Europe disparaîtra, et avec elle, nos valeurs, nos modes de vie, nos intérêts, nos emplois. Disons-le clairement, depuis un an, on nous interroge sur la tactique électorale. Eh bien nous, pour le compte, nous avons décidé, alors même qu'on voit ce que je disais sur les référendums, sur les enjeux de politique franco-français, et nous sommes déterminés à montrer aux Français autre chose que le bout du nez qu'on veut leur montrer. Parce que si on ne guide pas un peuple, et c'est la responsabilité de l'ensemble des dirigeants politiques, si on ne lui montre pas les enjeux du monde, alors on garantit évidemment son échec. Et je disais ce à quoi l'échec nous conduirait et à la catastrophe qui se déroule dans certains pays sous nos yeux. Nous voulons fédérer l'Europe parce qu'on doit lui confier l'essentiel. Et sans doute d'ailleurs la retirer de beaucoup de choses accessoires. Tu citais tout à l'heure la taille des tubes de dentifrice. L'Europe n'est pas utile pour ça. Le Parlement européen ne devrait pas s'occuper de ça. C'est le rôle d'une administration. En France d'ailleurs, les parlementaires qui sont ici n'ont pas le droit de s'occuper de ce qu'on appelle la réglementation, c'est-à-dire de l'application des lois. Ils fixent des principes généraux, ils fixent des stratégies, ils fixent des politiques. Ils ne s'occupent pas, fort heureusement, des détails. Au Parlement européen, nous avons ici deux anciennes députées européennes, Sophie Oconi et Brigitte Fourré. Enfin, vous le savez, c'est de ça essentiellement qu'on s'occupe, malheureusement, de trop. Et nous souhaitons, nous, au contraire, que soit fédérée l'Europe pour construire des politiques communes, pour construire des politiques ambitieuses, qui permettent, par exemple, de gérer les migrations, en deux mots, les migrations, qui seront le problème du XXIe siècle, et pas qu'en Europe. C'est le cas entre le Mexique et les États-Unis, c'est le cas entre le Venezuela qui s'effondre et le reste de l'Amérique latine, c'est le cas entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie, c'est même le cas dans des régimes autoritaires de la région asiatique. Parce que le monde s'est rétréci à la fois par la facilité de se déplacer, les moyens techniques qui le permettent, mais par l'information qui fait que celui qui est le plus malheureux voit comment ça se passe ailleurs et a envie d'ailleurs. Et nous ne faisons que subir les migrations au lieu de les gérer. Et pour les gérer, nous avons en l'occurrence besoin que chaque pays reste souverain, choisisse qui il veut accueillir, combien il veut accueillir. Mais ensuite d'organiser la gestion ensemble, sinon l'Europe ressemble à un gruyère plein de trous, où personne ne fait la même chose, et où finalement celui dont vous ne vouliez pas chez vous est passé par ailleurs pour arriver là où il souhaitait arriver. C'est l'absence de gestion commune, c'est la porosité, entre guillemets, des politiques de chacun des pays séparément qui conduit à cette difficulté. Nous avons besoin de gardes-côtes et de gardes-frontières européens qui garantissent que l'ensemble de nos frontières extérieures soient efficacement protégées. Nous avons besoin d'un droit d'asile qui soit unifié afin qu'on ne prétende pas que telle personne est en danger dans un pays et qu'on considère qu'il ne l'est pas dans un autre pays ami de l'Union européenne. Ça n'a aucun sens. Ça permet d'ailleurs de bien dissocier ce qui relève effectivement de l'asile politique, du réfugié, qu'il soit d'ailleurs, pardon de le dire, économique ou climatique. Un réfugié économique ou un réfugié climatique, la source du problème,
C'est dans son pays qu'il faut le gérer. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un réfugié politique, puisque par définition, vous n'allez pas changer de l'extérieur le pouvoir qui est en train de le martyriser. C'est aussi une politique qui nécessite, et nous devons le porter, une réelle ambition européenne de développement de l'Afrique. Je suis frappé par le fait qu'un certain nombre de nos amis du nord de l'Europe, dont Gérard Larcher disait à juste titre qu'on peut craindre les poussées nationalistes, populistes et extrémistes dans les élections qui auront lieu très prochainement. Ils se sentaient en réalité assez indifférents au sort du continent africain, pensant qu'ils en étaient loin. Et ce n'est pas du continent africain qu'est venue l'alerte principale, c'est de la Syrie et de l'Irak. Ce drame absolu qui a déplacé des millions de personnes et qui a fait arriver en Europe sans doute entre 1 million et 1,5 million de personnes, peut-être 2, sans compter ceux et celles qui se sont noyés en mer, à montrer à ces pays qu'en fait tout ça n'était pas loin d'eux. On peut être au Danemark et se retrouver avec des réfugiés. Et ce ne sont pas les frontières nationales qui peuvent vous en protéger, pardon de le dire. On oublie toujours que Mitterrand, quand il arrive au pouvoir, il régularise 600 000 clandestins. Nous avions des frontières, nous avions des douaniers, on avait tout le système que proposent Le Pen, Mélenchon, Wauquiez. Et ça ne marchait pas. C'est pas comme ça qu'on doit le faire. C'est en protégeant effectivement les frontières extérieures de l'Europe, en ayant des hotspots dans les pays d'origine pour faire en sorte d'analyser les demandes, en définissant qui nous sommes capables d'accueillir. Et ça, nous ne pouvons le faire en laissant à chaque pays sa souveraineté et son droit de choisir qui il accueille. Nous ne pouvons le gérer qu'ensemble. Sinon, vous pouvez bétonner une frontière, c'est l'autre qui devient poreuse et qui vous fait défaut. Et cette histoire-là aussi, elle est montrée malheureusement par la crise irako-syrienne. Mais l'Afrique est un enjeu bien plus important, bien plus dangereux potentiellement. L'Afrique, dans 30 ans, c'est 2 milliards d'habitants. Et si je n'ai pas trop le temps de m'étendre là-dessus, nous y reviendrons dans les mois qui viennent. Soit l'Europe en fait, par une politique de développement très ambitieuse, un peu sur le modèle que Jean-Louis Borloo a dessiné d'ailleurs, soit l'Afrique, nous la regardons parce que nous en sommes les seuls voisins. Ce n'est pas le problème des Chinois, ce n'est pas le problème des Américains. Soit nous en faisons par le développement économique et par cette politique ambitieuse de vrai co-développement économique. Soit nous en faisons 2 milliards de clients, soit nous avons potentiellement 2 milliards de migrants. Vous voyez dans quel état est l'Europe avec 1,5 million de personnes déplacées? Imaginez si l'Afrique s'effondre dans les 30 ans qui viennent. Alors oui, aucune barrière, aucune politique, ni même aucune dictature ne serait assez haute en Europe pour empêcher des gens mourants de chercher à franchir le mur et à nous rejoindre. Donc, notre intérêt, notre humanisme, si vous le voulez, mais même notre intérêt stratégique le plus vital est de faire en sorte que chez eux, ils puissent se développer. Et parce qu'ils se développeront chez eux, et du fait des liens culturels, historiques, parfois affectifs avec certains pays que nous avons là un formidable potentiel de développement économique à côté de l'Europe, de laquelle l'Europe passe par son aveuglement habituel. À l'heure où M. Trump essaye de favoriser son acier, ses propres entreprises, ses propres industries, nous avons besoin d'une stratégie industrielle commune. Nous avons besoin d'une stratégie commerciale commune. Nous avons besoin d'une stratégie de recherche commune, pas seulement d'ailleurs pour la concurrence, mais aussi pour régler des défis, et notamment des défis environnementaux qui se posent à nous. L'affaire du glyphosate, on l'a eu au Parlement, chers collègues parlementaires. La question est le débat de savoir si on doit arrêter en 2022, en 2023, en 2021. Et si on peut arrêter en 2020, tant mieux, ou en 2019, tant mieux. Simplement, la seule façon d'arrêter le glyphosate, c'est de trouver un produit de substitution qui soit capable de préserver notre environnement. Or, nous avons les meilleurs chercheurs du monde, la plus grande agriculture du monde, et on ne se met pas en commun et on ne met pas le paquet pour trouver la solution que nos chercheurs sont capables dès lors qu'on leur donne les moyens et qu'on les coordonne entre eux.
On a besoin de cette recherche commune pour ne pas être décroché dans la compétition technologique, sur les ordinateurs quantiques, sur les nanotechnologies, sur la capacité de produire des énergies propres dont nous sommes sans doute, là aussi, en train de passer à côté, à la fois d'une transformation économique et écologique nécessaire, mais d'un potentiel de croissance et un relais de croissance formidable, non délocalisable d'ailleurs. Nous avons besoin de faire en sorte que nos pays retrouvent une politique agricole commune ambitieuse et pas laissée à l'abandon, qui permette à la fois de garantir l'autosuffisance alimentaire du territoire, la structuration, l'aménagement du territoire et un revenu décent pour, en France notamment, les 800 000 agriculteurs qui nourrissent le pays. Nous avons besoin d'un FBI européen et d'un parquet européen qui permettent de lutter à la fois contre les terroristes avec efficacité et contre le grand banditisme qui se joue de nos frontières. Nos frontières qui sont tant glorifiées par Mme Le Pen et ceux qui la copient. Elles n'arrêtent que les policiers et les magistrats. Elles n'ont jamais arrêté les terroristes ni les grands bandits. Et je vous parlais tout à l'heure de l'Europe de l'heure d'été, celle dont nous ne voulons plus. Je peux aussi vous parler de l'Europe actuelle qui est en train de construire un parquet européen. Et je mets beaucoup de guillemets au mot parquet européen. Finalement, on a su s'entendre, alors qu'on est attaqué par des terroristes, qu'on sait que la grande criminalité a profité des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de communication pour s'épanouir. À quoi va-t-on s'attaquer dans le parquet européen? À la fraude fiscale au budget de l'Union européenne. Pardon de vous dire que ça n'est pas du tout le problème et pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Le vrai sujet, en l'occurrence, c'est celui que nous montrons. Nous ne voulons ni de l'Europe de l'heure d'été, ni de l'Europe d'un ersatz de parquet qui laisse de côté les terroristes, qui laisse de côté les grands banditismes et qui préfère s'occuper d'évasion fiscale. Ce sont, chers amis, ces défis-là, ces combats-là qu'il nous faut relever et dont il nous faut convaincre les Français. Et je sais que ce n'est pas simple dans le brouhaha médiatique où on a toujours des espèces de lièvres qu'on lève pour amuser le peuple, cependant qu'on passe à côté de tous ces enjeux. Et c'est ce combat-là que nous allons mener. Vous avez peut-être entendu Barack Obama, il y a 2 jours, dans une charge légitime et lucide sur M. Trump. Les médias ont beaucoup relevé la charge contre M. Trump. Mais Barack Obama a dit quelque chose de très juste. M. Trump n'est pas le principal responsable de ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est d'abord et avant tout l'absence des citoyens américains. C'est leur absence qui a permis à M. Trump d'arriver au pouvoir et d'y déstabiliser à la fois le monde et une bonne partie de sa propre nation. Et, sans paraphraser Barack Obama, je pense sincèrement que l'Europe est aujourd'hui à la fois victime de dirigeants divisés et aveugles et de citoyens absents. Et nous devons être, nous, cette armée militante que nous avons reconstituée, nous devons être, nous, l'avant-garde de ces citoyens pour montrer ce chemin, pour montrer ces combats, pour montrer ces défis, pour les relever et permettre que la France remonte à nouveau le chemin à l'Union européenne comme elle avait su le faire il y a bien des années. Alors, Thomas, tu as résumé un certain nombre d'attentes dont j'ai cru comprendre que certaines pouvaient peser sur mes épaules. Elles ne pèsent pas sur mes épaules, mais sur nos épaules à tous. Ces combats-là, ces enjeux-là ne se réduisent pas à une personne, même si évidemment les personnes peuvent compter. Mais je veux vous dire que dans ce débat que nous devons avoir dans nos fédérations, d'abord sur les enjeux, mais aussi évidemment viendra le temps du débat sur la tactique électorale, sur la façon d'aborder ce combat. Regardez-les, ils s'en occupent, ils s'en préoccupent, ils s'y vautrent déjà tous depuis des mois. Concentrons-nous pour nous sur le combat idéologique, parce que le temps actuel est celui du combat idéologique, de réaliser d'abord entre nous, ensuite en direction des Français, quels sont les véritables enjeux que j'essaye de décrire
devant vous ce matin. Faire en sorte que la France puisse prendre cette croisade pour que l'Union européenne soit remise sur les rails, qu'elle devienne un levier d'indépendance et que nous ne soyons pas les victimes de ce monde des puissances continentales. Pour ce qui concerne de la tactique, j'ai déjà dit le calendrier, je veux parler d'une méthode. Le calendrier, ce choix, nous le ferons fin décembre ou plus probablement début janvier prochain. On va se mettre à la recherche d'ailleurs d'un lieu pour pouvoir faire un congrès qui en décidera. Mais il y a d'abord une méthode. Nous sommes parfaitement prêts. Et nous sommes d'ailleurs les seuls dans l'espace politique entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez, qui avons la capacité, la force, le réseau parlementaire, l'ancrage local, les militants, l'organisation et même les moyens financiers de monter une liste aux élections européennes si nous le décidons. Mais nous sommes capables de le faire seuls et nous sommes aussi capables de rassembler autour de nous dès lors que ces enjeux-là seraient partagés par d'autres responsables politiques de notre pays. Je rencontrerai prochainement Alain Juppé, nous sommes convenus d'en parler. Je suis évidemment ouvert à en discuter avec Xavier Bertrand. J'en discuterai naturellement avec Franck Riester qui est avec nous au sein du groupe UDI Agir et Indépendant à l'Assemblée nationale. Je peux en parler sans difficulté avec ce qu'on appelle la France audacieuse, Jean-Luc Moudin qui était ici, qui est un ami et qui est de notre famille politique, ou Christian Estrosi. Dès lors que nous partagerions la même vision, la même exigence, la même ambition pour notre pays et pour notre continent, il n'y a pas de raison de ne pas mener de combat commun. Mais je le dis aussi, rien ne nous fera faiblir dans ce combat ou renoncer à quoi que ce soit de ce combat. Ni avec eux, ni avec d'autres. Hier, j'écoutais, et ce sera ma conclusion, j'écoutais le débat syndical et je comprends que tous n'étaient pas présents dans la salle parce que l'université d'été a été très dense. Pardon, ce ne sera pas ma conclusion parce que je vais faire une parenthèse. Je regarde si j'en ai encore le temps. Elle prendra 3 minutes. Mais elle vous concerne tous et toutes. À l'heure où les responsables syndicaux réformistes ne sont pas entendus, ne sont parfois même pas écoutés, où on mène des dialogues qui sont plutôt des simulacres, avec, le disaient-ils eux-mêmes, des délais qu'on leur donne, qui ne permettent pas la négociation, et avec des objectifs qu'on leur fixe avant, ce qui est le contraire même d'une négociation. Je souhaite que nous soyons les interlocuteurs de ces syndicats réformistes de patrons et de salariés. Je souhaite que nous fassions nous-mêmes un effort sur notre propre culture. Sur notre propre culture parce que nous n'avons pas eu ces habitudes-là. Les parlementaires ont parfois, sur tel ou tel dossier, des liens avec. Et j'ai invité ceux qui étaient nos invités hier à ce que nous poursuivions cet échange entre les directions syndicales et la direction de notre formation politique, pour comprendre à la fois ce qu'ils sont en train de faire et anticiper sur le monde tel qu'ils souhaitent le dessiner et tel que nous souhaitons le dessiner. Mais il faudra aussi le faire sujet par sujet et pas seulement parce qu'il y a une actualité. Que ceux qui sont nos secrétaires nationaux, nos parlementaires, nos spécialistes de tel et tel sujet, soient en capacité de, d'avoir un dialogue prospectif, allant loin, plus loin que l'actualité, plus loin que le bout du nez qu'on montre sans cesse aux Français. Et enfin, et vous êtes concernés, c'est pourquoi je vous le dis, je souhaite que, pour ceux qui accepteront, je parle des responsables syndicaux, chaque responsable départemental de l'UDI ait des contacts réguliers avec les représentants locaux de ces syndicats pour comprendre et à mieux appréhender ce qui se passe dans nos territoires. Nous sommes un parti profondément ancré dans les territoires et nous pensons que dialoguer plus, c'est mieux réformer. Je vous invite à dialoguer plus avec eux aussi. Je reviens sur ma conclusion sur le débat européen. Hier, un syndicaliste, c'était le représentant de la CGC, nous disait, ce qui correspond en une formule à une vision qui est la nôtre. Le développement économique, ce n'est pas pour le développement économique.
Pour nous, le développement économique, c'est pour permettre à la société d'organiser la possibilité pour chacun de s'épanouir, de s'accomplir, de se révéler parfois même à lui-même. C'est de faire en sorte, en réalité, que le développement économique serve le bonheur. On dit souvent que l'Union européenne, les Européens ont des valeurs communes. Si elles sont communes, elles sont aussi différentes de celles des autres. On devra mieux l'identifier dans les temps qui viennent, pour montrer le combat de civilisation et de continent que nous avons à mener. En Chine, le développement économique, ce n'est pas du tout fait pour rendre les gens heureux. C'est pour permettre au pouvoir d'avoir plus de pouvoir sur la scène mondiale et à cette dictature de mieux assurer son emprise sur la société chinoise. Mais même chez nos amis américains, je ne parle pas de Trump, mais du peuple américain, qui reste évidemment un peuple ami de la France, même aux États-Unis, le développement économique, c'est just to make money, juste pour faire de l'argent. C'est en réalité pour alimenter une société des plaisirs, pas avec cette idée de solidarité collective, pas avec cette idée de valeur, d'humanisme. Nous avons une spécificité européenne, même quand on parle de développement économique, de la façon de l'organiser et de la façon de l'utiliser. Ça fera partie des combats que nous devons conduire pour défendre cette civilisation attaquée de l'intérieur aussi comme elle l'est de l'extérieur avec cette cinquième colonne. Cette cinquième colonne, qu'elle prenne le nom en l'occurrence de Mélenchon, de Le Pen, de Wauquiez ou de que sais-je, il faut la dénoncer, il faut la combattre, il faut la débusquer. C'est le rôle de l'élection européenne parce que c'est le seul moyen de la vaincre. C'est parce qu'ils ne l'ont pas combattue dans d'autres pays qu'ils ont fini par basculer dans la catastrophe. Alors, cher Thomas, la décision c'est en janvier, mais le combat idéologique c'est dès maintenant qu'il faut le commencer. Reproduisez-le dans vos fédérations, organisez-le auprès de vos réseaux de militants et d'élus locaux. Faites en sorte effectivement que nous devenions cette avant-garde citoyenne qui réveille l'Europe, qui la remette sur les rails et qui lui permette de résister à un monde devenu violent. Merci beaucoup de votre présence à l'Université d'été. Merci à Florent Montillot qui nous a organisé ces universités d'été. Merci à Daniel Leca qui les a remarquablement organisées. Rendez-vous dans vos fédérations, mais rendez-vous aussi aux universités de printemps pour poursuivre la réflexion et engager les combats. Merci à vous tous de tout ce que vous avez fait au cours de ce week-end pour redresser cette famille politique.